Dans mon intervention, je m'attache à explorer la phénoménologie du voyage en esprit de Langakok. Qui est ce Langakok? C'est le chaman inuit. À la faveur donc d'une approche comparatiste et d'une lecture compréhensive, je questionne dans la lignée de l'ethnologue Boris Vildé, chef du réseau du Musée de l'Homme et grand héros de la résistance, les proximités phénoménologiques et les similarités morphologiques entre les mécanismes de l'initiation chamanique des Inuits et les processus de dignification au sens d'Agrippa de Nettensheim, voire d'accès au lumineux, des courants magiques et mystiques de la Renaissance. Langakok, littéralement, est celui qui voyage en esprit dans un ailleurs. Il trouve en lui-même, narre le chaman Awa à l'ethnologue Knud Rasmussen, une flamme qui lui donne à voir, qui lui donne la force de voir, les yeux fermés, dans l'obscurité, de pénétrer des choses mystérieuses, les secrets d'autrui et de l'avenir. Par le truchement donc de ces voyages en esprit, se célèbrent les noces cosmiques de Langakok, du chaman, avec la nature dont il fait partie. L'essence est la même. Et dans un même mouvement, le voyage chamanique favorise l'égrégore de la communauté socio-spirituelle inuite dont le chaman Langakok participe à rétablir l'ordre, à rétablir l'équilibre. Langakok, je résume rapidement, chez les Inuits est le médiateur entre le visible et l'invisible, l'ici et l'au-delà, les hommes et les animaux, les hommes et les esprits. Il est homme de la norme et homme-forme du fait de sa triple attitude. In primis, il se métamorphose, donc a transmué son apparence lors de la transe. Après, à rétablir la norme sociale, il faut se souvenir que la norme structure la forme, c'est-à-dire au sens d'informe, terme qu'on reprend du latin, au sens latin du terme, étymologique du terme. Donc, une forme, structure donne la forme. Et à restaurer les équilibres cosmiques. Si un individu ou la communauté ont rompu, n'ont pas respecté les tabous, les règles qui régissent la vie sociale. Et le chaman se fait restituteur d'ordre. Il est un relieur fonctionnel entre les différentes parties du groupe, c'est-à-dire chez les Inuits, et là c'est mon maître Jean Mallory auquel je souhaite rendre hommage, il m'a appris, chez les Inuits, on ne parle pas de jeu, les Inuits traditionnels, on dit nous. Le jeu ne peut pas primer sur le groupe, c'est le groupe qui prime sur le jeu. Donc, même la faute est d'un individu, tout ce qui peut se produire, des dérèglements climatiques, la famine surtout, qui craignent les Inuits, ou les attaques des esprits, pour qu'on puisse rétablir l'ordre, il faut ce chaman, cet homme relieur qui permet de perpétuer
le système à la fois normatif, spirituel et rituelique. Donc, si on est fautif, on est puni d'une façon collective. Ça, c'est très important. C'est très important après pour tous les processus qu'on connaîtra par les différents types de conversions auxquels les Inuits vont adhérer pendant leur histoire. Mais pour définir encore le chaman, pour entrer dans le monde du chaman, il est médium et il est guérisseur, c'est-à-dire en médecine. Et il pratique, entre guillemets, pas seulement une science qui est celle de connaître l'avenir, de restaurer l'ordre, mais il est aussi l'homme médecine. Et il porte un regard magique sur le réel. Il explore l'inconnu, il se fait passeur d'énergie. Et il dispose donc de savoir-pouvoir occulte qu'il a acquis au cours d'une longue et périlleuse initiation, telle la clairvoyance, l'ubiquité et la connaissance, qui lui permettent de déchiffrer le tissu interconnecté des signes qui parsèment la nature. Chez les Inuits traditionnels, tout être humain, mais aussi animal, possède une âme tarnique. Vocable qui désigne avec son synonyme inusia ce qui donne à tout être vivant l'aspect qu'il a. C'est un modèle réduit de l'individu, rappelle Knud Rasmussen, qui se trouve dans une glande de l'âme remplie d'air. Si l'on fait violence à cette âme ou si l'on commet une infraction au tabou, elle se transforme en esprit malin qui cause la misère et la mort. Et il faut avoir des égards tout particuliers. Nous sommes dans une économie de chasse. Pour chaque animal que l'on abat pour se vêtir et se nourrir, car il a une âme. L'éloignement de l'âme cause la maladie. La guérison se produit à condition que la tarnique, l'âme, réintègre son enveloppe charnelle, et cela grâce, on dirait aujourd'hui au médecin M. Charlier, bon là on a notre chaman, qu'il intervient, et la guérison se produit à condition que la tarnique réintègre l'enveloppe charnelle, que l'homme médecine intervienne. Le décès, par contre, en sanctionne l'éloignement définitif. Comment il procède, le chaman? Il appelle ses esprits auxiliaires, c'est-à-dire ses esprits assistants, Turnguide. Au son du tambour, les esprits assistants de l'Angakok accourent et partent à la recherche de cette âme pérégrine. La guérison, nous l'avons déjà souligné, se produit si l'âme réintègre son corps. D'une grande force expressive, comme vous pouvez le voir, cette statuette de la période Toulaine, en ivoire, représente l'esprit auxiliaire, un des esprits auxiliaires du chaman, qui est en train de récupérer cette âme, évidemment cette âme d'un malade. Le sculpteur, c'est souvent le sculpteur, c'est un chaman sculpteur. S'approprie une stylistique figurative qui permet de reconnaître dans cette créature étrange qui représente un être surnaturel, un esprit. Vous pouvez me poser la question, mais comment vous pouvez l'affirmer? Je peux l'affirmer parce qu'il y a des détails qui font sens. Dans le cas de cette image, la morphologie, c'est la morphologie d'un esprit, c'est-à-dire il a les yeux placés longitudinalement, il a le grand nez à forme de marteau renversé, la bouche grande ouverte, et après il y a les longs bras qui entourent l'âme perdue. Les traces d'usure que vous voyez laissent supposer qu'il pourrait s'agir d'un objet cérémoniel. Or, le missionnaire luthérien Hans Egede, qui était parti évangéliser le Groenland en 1721, relate, c'est une source importante, que l'apprenti chaman devait s'éloigner du groupe pour gagner un lieu solitaire
des montagnes à proximité des glaciers, des cavernes ou des endroits proches d'un lac ou d'une rivière. Pourquoi il choisissait ces lieux, ces espaces? Parce que ces espaces étaient censés être habités par des esprits ou abriter des esprits. Et au cours de la transe extatique, le jeune Angakok se devait d'apprivoiser ces créatures mystérieuses, monstrueuses, effrayantes, hideuses, et il se devait de les convertir en esprits auxiliaires. Placé donc sous l'égide d'un chaman, on pourrait dire expérimenté à la Renaissance, on dirait d'un maître, c'est une forme de savoir sacerdotal qu'on transmet, de maître à apprenti chaman. La première chose donc est la transmission de ce savoir, et la deuxième c'est un processus d'ascèse qui est physique et psychique, mais aussi moral, qui est ponctué, comme nous l'avons déjà souligné, par l'isolement social, la solitude, mais aussi par toute une série d'épreuves, c'est-à-dire la souffrance psychique et physique. Et in fine, comme toute forme de magie, au fond, il faut que ce savoir soit opératoire. Et donc, il y a l'expérimentation pratique. Le parcours initiatique s'accompagne d'un exercice méditatif, d'une pratique rituelle, ayant pour but d'acquérir la faculté de se voir soi-même comme un squelette. Et l'étape du désossement, du décharnement, par laquelle l'apprenti chaman parvient à se libérer de son enveloppe charnelle, périssable de chair et de sang, manifeste le détachement de l'apprenti chaman du monde sensible. Vécu donc comme un dépassement du carcan formel, l'abandon de l'enveloppe charnelle participe de ce qu'on appelle un processus de désingularisation. C'est-à-dire, le chaman quitte l'enveloppe charnelle de l'être singulier, de l'individu, pour se marier, pour épouser l'âme collective de la communauté. Ce qui correspond bien à la fonctionnalité sociale qui incombe sur le chaman, c'est-à-dire dans un système anarcho-communaliste tel des Inuits polaires, les Inuits, donc, et je répète, au sens malorien du terme, est structurellement égalitaire, mais fonctionnellement élitiste. Le détachement de la corporéité sous-tend une purification qui n'est pas sans rappeler, comme on le soulignera par la suite, le parcours en dignification au sens d'Agrippa de Nettenstein, devenir digne. Et le parcours, cet itinéraire en purification, sous-tend le dépassement de l'emprise des formes, mais aussi permet la renaissance par l'altérité. Comprendre dans l'épistémologie chamanique, rappelle l'anthropologue Sébastien Beau, c'est se transformer. Et la métamorphose du chaman en Nanook, en ours, Nanook est l'animal ancêtre des Inuits, est l'animal cousin des Inuits car il possède une izuma, c'est-à-dire la même capacité de penser qu'ont les hommes. Donc, la métamorphose du chaman en ours participe d'un processus de renaissance en plénitude, car comporte la reconquête d'une, et je file la métaphore, je regarde M. Chapuis qui me surveille, je file la métaphore, qui est un médecin lui aussi, et c'est une expression pour essayer de restituer qu'est-ce que c'est de retrouver une forme d'omnipuissance, entre guillemets, qui était l'apanage du temps des origines, qui permet donc au chaman d'expérimenter par séquence et non simultanément une pluralité de formes
formes, et ça c'est très important dans le monde inuit, qui se doivent d'être toujours accomplies. Horreur pour l'inaccompli, hantise de l'hybride, parce que la société inuite, la culture inuite, la pensée inuite a comme point fondamental l'équilibre. Et donc tout ce qui n'est pas dans l'équilibre est considéré comme dangereux. Et le parcours en purification du chaman de Langakok, qui est désormais habité par un tartok, c'est-à-dire par un esprit animal, passe par l'expérience palingénésique de l'altérité. Cependant, d'après le témoignage de l'officier de marine danoise Gustav Holm, qui avait découvert en août 1884 le long de la côte est du Groenland les Inuits de Massalik, l'apprenti chaman doit, sous peine de sombrer dans la folie, réintégrer sa morphologie humaine, son anatomie humaine. Ainsi, une métamorphose, une transmutation chamanique réussie aboutit à la réadoption d'une forme accomplie. Car les Inuits, comme je vous ai déjà anticipé, ont la hantise de l'inaccompli. Lors de cette initiation, qui est, comme l'avons rappelé, ponctuée d'épreuves de plus en plus difficiles, il acquiert donc un savoir sacerdotal, apprend le tartak, qui est la langue sacrée, ésotérique et cryptique des esprits. Il peut donc dialoguer, parler avec les esprits. Or, à la suite d'une transgression du tabou, d'une violation d'interdits sociaux, se produisent de graves dérèglements. Et car, je tiens à le souligner, dans un système anarcho-communaliste, la responsabilité des fautes est toujours portée collectivement. La pacification est gage de fécondité, c'est-à-dire de fortune à la chasse. Or, Langakok doit intervenir. S'il y a famine, s'il y a catastrophe naturelle, il intervient. La communauté lui demande d'intervenir et il commence ses voyages dans les royaumes du suprasensible. Et dans les abysses marins, où règne la redoutable et redoutée Sedna, qui est génitrice des hommes, mais elle aussi la maîtresse des animaux marins, où il part, il vole dans les cieux, parmi les étoiles, vers l'homme-lune, Takik, gardien de l'observance des tabous, afin d'en apaiser la colère. Et au cours de ce voyage chez l'homme-lune, Langakok doit rendre visite à Nalikatek. Le dessin exécuté par mon époux, qui a ce talent, d'après le dessin de Harald Andreasen. Langakok se doit de rendre visite à cette créature monstrueuse. Elle est androgyne, mais elle est surtout ensorceleuse, charmeuse et meurtrière. Il doit résister au piège qu'elle lui tend, et vêtu d'un cache-sexe qui est ou de renard, comme dans la statuette que vous pouvez voir, toujours de la période Toulaine, ou de tête de chien. Et elle bat, comme vous l'avez vu dans le dessin précédent, un tambour qui s'appelle Krida, avec un long couteau aiguisé, et cherche par tous les moyens de faire rigoler le chaman. Pourquoi? Parce que si le chaman rit, perd son contrôle. Et Nalikatek se jette sur lui, l'éventre et dévore ses entrailles. La maîtrise de soi, le contrôle de soi, ne sont que la manifestation de l'empire de la régulation. La société inuite repose sur la régulation. Ayant accès donc au lumineux, parce qu'il est initié, Langakok dispose d'une intelligence subtile et intuitive de l'ordre socio-cosmique qu'il met au service de la communauté.
Et par-delà les frontières culturelles, par-delà les spéciations formelles, l'expérience lumineuse traduit le désiderium, le désir universellement ressenti de retrouver l'unitotalité des origines, de participer à la totalité du monde. Il s'agit d'un affranchissement des chaînes de la matière, la libération de soi. L'expérience lumineuse est donc la sensation, et je cite Boris Vildé, la sensation de toucher une réalité extra-temporelle et extra-spatiale, d'en faire partie, et grâce à cela de posséder une terrible lucidité, comprendre et connaître tout à la fois. Ainsi, les parcours lumineux reposent sur 3 principes fondateurs. In primis, un détachement de l'initié de sa propre corporéité, un dépassement sensoriel et de compréhension médiate d'une raison commune, ordinaire, et in fine, une fulgurance extatique, une expérience de l'unitotalité qui permet l'intuition de l'harmonie du monde. C'est un état de ravissement de la formalité, de détachement de la corporéité qui permet de participer, ne fût-ce que le bruissement d'un instant, de l'intelligence cosmique. L'expérience mystique des chamans et des magiciens, note Vildé, demeure un sujet à étudier. Il semble a priori qu'elles sont la même que chez les mystiques chrétiennes. La forme coïncide. Les mystiques ésotériques de la Renaissance, et notamment, je fais référence surtout à celui qui la systématise, Agrippa de Netenshan, renvoie la connaissance des vérités cachées à un processus de détachement de la matérialité, d'élévation progressive de la sensorialité et d'acquisition d'une intelligence de l'esprit. Et par un processus de dignification, se rendre digne, toujours au sens d'Agrippa, qui est délivrance des appétits charnels, le mage mystique de la Renaissance se sépare de sa corporéité qu'il contemple détaché d'en haut. Puis il quitte l'empire des sens et de la raison. On ne décrypte pas rationnellement un mystère, on le ressent. Et enfin, le mage accède lui aussi à un savoir sacerdotal, à une intelligence supérieure de l'ordre naturel. S'affranchissant de la sensorialité commune, l'Angakok, le chaman inuit, le pauvre chaman inuit, lui aussi parvient à une immersion osmotique dans la sève universelle. Désormais, il est doté d'une conscience immédiate des réalités cachées. En tant que parcours initiatique vers une distanciation matérielle, une purification spirituelle, la transe chamanique et la fulguration extatique ouvrent à une connaissance immédiate du tout. Au travers de complexes rituels menés sous les auspices d'un maître, les initiations mystiques et chamaniques ouvrent la voie à des instants d'omniscience qui donnent à ressentir l'intelligence supérieure d'un monde perçu comme unitaire, organiciste, dynamique, métamorphique. C'est par cette intelligence supérieure que les magiciens de la Renaissance acquièrent des capacités démiurgiques qui lui consentent de porter à terme, à son accomplissement, le dessein divin. Et les savants de la Renaissance voient dans la magie un vecteur d'accompagnement de la volonté du Créateur, de Dieu, faisant ainsi de l'homme non seulement l'interprète, l'admirateur, mais aussi le co-constructeur des harmoniques naturelles. La magie repose donc sur un occultisme initiatique, un apprentissage de doctrine et une expérimentation pratique. Agissant par grâce de Dieu, afin de poursuivre le dessein téléologique, le prêtre mage, magicien se fait artisan d'un processus que oserais-je dire proprement transformateur. Ainsi, la pratica magica est une physique sacrée appelée à transformer le réel pour mieux seconder la volonté divine. Il s'agit in primis de corriger les accidents, au sens aristotélicien du terme, reconductibles à une cause extérieure ou à l'action même de l'homme.
et physique appliquée, la magie ne heurte jamais, ne peut pas heurter le finalisme de la création. Là où le mage peut transformer le réel pour en accroître la conformité au dessein divin, l'Angakok conduit et catalyse un processus de changement exclusivement correcteur des dérèglements. Pas de construction d'un ordre nouveau chez les Inuits, mais bien restitution, revitalisation dynamique d'un ordre cyclique. Et dans un monde sans Dieu créateur ni providence, l'Angakok, ayant accédé au lumineux, restaure les équilibres du passé et, ce faisant, devient forgeron de l'avenir. C'est en cela que l'Angakok est tout à la fois rejoint, mais diffère aussi du mage alchimiste qui, lui, agissant en démiurge, s'attelle à malaxer la matière afin de porter à leur accomplissement des potentialités restées enfouies, cachées, empêchées du fait des causes accidentelles. Dépassant, et là je tiens énormément, les barrières de l'eurocentrisme, Boris Vildé, qui était un grand humaniste, suggère une approche comparatiste afin de déceler pas les identités, mais les similarités de phénoménologie et de forme qui relient par-delà le temps, l'espace et les cultures, les expériences extatiques. On trouvera, écrit-il, toujours des éléments communs chez tous les mystiques chrétiens ou chez tous les chamans. Mais il est absurde de penser que cette expérience est une forme supérieure chez les mystiques chrétiens et basse, inférieure, chez les chamans. Et qui dit lumineux, dit mystique. Si on veut décrire sincèrement ce fait indescriptible qu'est l'expérience mystique, il faut commencer par se dépouiller de toute idée religieuse a priori. Ainsi, le géoanthropologue Jean Mallory abonde dans ce sens et écrit « La quête solitaire, et je le cite, la quête solitaire du chaman et les épreuves durant lesquelles il assiste à son propre anéantissement sont comparables aux accès de doute et de désespoir décrits par nos grands saints, prophètes et tous les artistes. » S'affranchissant des barrières culturelles, Boris Vildé donne à penser l'unité des expériences mystiques, théosophiques et chamaniques, notamment en termes, je tiens à le souligner, de phénoménologie et de morphologie, étapes et formes de l'expérience mystique. Il y a, souligne Vildé, chez ces grands esprits, une même interrogation quasi gnostique des mystères du sens. Et la figuration chamanique ou statique syncope, contracte le temps, ravissement en dehors de la pesanteur, dépassement de la finitude, entrelacement amoureux de la partie avec le tout. Elle offre au saisissement immédiat l'alchimie secrète du monde que l'Angakok doit connaître s'il veut rétablir et maintenir chez les Inuits l'ordre écosocial. C'est pourquoi le chaman doit vivre l'expérience du décentrement et simultanément retrouver le temps des origines, quand la transmutation, la métamorphose était de règle. Et Boris Vildé esquisse donc une anthropologie comparatiste du lumineux. Et il exprime l'universalité de l'expérience lumineuse dans une fulgurance intellectuelle qui est aussi une très, très, très grande leçon d'humanisme. Et ce car les sociétés, je cite, dites primitives, on oublie souvent qu'elles sont au moins aussi vieilles que les nôtres. S'en trouve ainsi d'imprévues insoupçonnables passerelles entre la pensée chamanique des Inuits et la philosophie naturaliste de la Renaissance, qui est héritière de l'astrologisme de l'Antiquité, baignée de christianisme, teintée d'occultisme et colorée de kabbalisme, avait dessiné un vaste système hermético-néoplatonicien. Ainsi, sur l'autel du sacré, les cultures se rapprochent dans une spécularité qui ouvre enfin au dialogue. Je vous remercie.